Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ce séminaire hybride consacré à la question de l'inflation. En fait, la question qu'on s'est posée au départ, lorsqu'on a conçu ce séminaire, c'était de dire, est-ce que finalement les Européens vont devoir réapprendre à vivre avec l'inflation? Et malheureusement, si l'on regarde les chiffres publiés au mois de septembre de l'inflation en Europe, on s'aperçoit que la moyenne, en tout cas dans la zone euro, est de 9,7%, avec 10 pays ayant des taux d'inflation supérieurs à 2 chiffres, voire parfois supérieurs à 20% dans les États baltes. L'inflation atteint 10,9% en Allemagne et 5,6% en France. Donc il faut remonter à plusieurs dizaines d'années pour retrouver des chiffres équivalents dans nos pays respectifs. Et donc la question qui se pose, c'est comment peut-on dès lors analyser la poussée inflationniste que l'on observe en Europe depuis plusieurs mois? Et quelles sont les causes profondes de l'inflation en Europe? Et y a-t-il des différences de dynamique entre l'Allemagne et la France, puisque avec les chiffres que je viens de citer, on s'aperçoit qu'il y a quand même un différentiel de taux, et comment peut-on se l'expliquer? Et si l'on regarde l'avenir, c'est-à-dire l'année 2023 et les années suivantes, ce phénomène est-il durable? Ou à tout le moins, comment se présente la situation à court terme? Enfin, la question qui se pose, c'est de savoir dans quelle mesure les autorités monétaires et les autorités politiques peuvent répondre à cette question. Est-ce qu'il est possible de trouver un policy mix qui permette de freiner l'inflation sans trop pénaliser la croissance et l'investissement? Donc ces questions sont aujourd'hui centrales pour la stabilité de nos économies, mais aussi pour la cohésion sociale. C'est pourquoi il a paru utile d'organiser ce débat aujourd'hui, à la fois pour mieux comprendre les phénomènes en cours, pour en favoriser la compréhension et le faire dans une approche bilatérale franco-allemande, compte tenu de l'importance que cette question va représenter à l'avenir pour notre relation et pour la coopération entre nos autorités. Donc, je suis heureux qu'on ait ce panel binational et je vais sans plus attendre donner la parole à Grzegorz Waczyński qui va animer la discussion. Oui, merci beaucoup. Bonjour aussi à tous et à toutes pour ce débat sur un sujet qui touche aujourd'hui un grand nombre d'économies en Europe et au-delà de l'Europe d'ailleurs. Et on va bien sûr parler de cette poussée inflationniste, une question qui nous semble pas vraiment être à l'auteur de l'actualité il y a à peine un an et un phénomène qui maintenant se retrouve au premier plan des débats économiques et politiques. Aujourd'hui, dans les Échos, le président de la République, Emmanuel Macron, a donné une interview où il a parlé, où il s'est prononcé sur ce retour de l'inflation. Je vais juste, pour commencer, vous donner, je pense, la citation, la quote principale du président. Il a dit « Cette inflation a d'abord été importée de l'extérieur. Elle n'est pas liée à une demande trop forte. Je suis inquiet de voir beaucoup d'experts et certains acteurs de la politique monétaire européenne nous expliquer qu'il faudrait briser la demande européenne pour mieux contenir l'inflation. Il faut faire très attention. » Donc, c'est Macron sur le sujet. Il y a beaucoup de questions. Déjà, dans cette citation, on va parler alors des causes de cette poussée inflationniste, comment peut-on enrayer l'inflation et surtout combien de temps durera cette phase? Est-ce une phase extraordinaire ou est-ce qu'il faut vraiment apprendre à vivre avec une inflation plus élevée? On va discuter de ces questions et bien d'autres avec Imène Ramouni-Rousseau, la directrice générale des opérations de marché à la Banque centrale européenne,
Et elle débattra avec Bodo Herzog, professeur à l'ESB Business School de l'Université de Reutlingen en Allemagne, et avec Jean-Paul Paulin, professeur d'économie et membre du Cercle des économistes. Je m'appelle Gregor Waschinski, je suis le correspondant ici à Paris pour le quotidien économique allemand Handelsblatt. On va parler en français et en allemand, donc merci déjà aux deux interprètes. Et si vous ne comprenez pas l'allemand, il y a heureusement les experts qui vont assurer que tout le monde va pouvoir suivre ce débat. On va commencer avec une présentation par Madame Ramouni Rosso qui va d'abord regarder la flambée des prix du point de vue de la BCE. Madame Ramouni Rosso, je vous passe la parole. Merci beaucoup, Monsieur Waschinski. Et c'est vraiment un plaisir d'intervenir pour la première fois à l'IFRI, en particulier dans ce panel regard croisé franco-allemand, puisque c'est une des dimensions que j'apprécie le plus dans mon travail à la Banque centrale européenne, c'est la possibilité de prendre toutes ces perspectives différentes sur les pays européens. Donc, moi, je voulais commencer par tout simplement, avant de parler des causes de l'inflation, avant de parler de ce qu'on peut faire et combien ça va durer, je pense que c'est très important de poser le débat en termes de définition. Donc, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle d'inflation et notamment, qu'est-ce que l'inflation et ce qu'elle n'est pas? Clairement, quand les économistes parlent d'inflation, ils se réfèrent à une augmentation des prix qui est généralisée et qui est auto-entretenue. C'est-à-dire, généralisée, c'est une situation où ce n'est pas uniquement le prix de certains biens dans l'économie qui augmente, mais en fait, on voit finalement un élargissement du nombre des prix qui augmentent dans l'économie. Donc, ça se diffuse de plus en plus. Et ça, c'est une des dimensions importantes de l'inflation. Je pense que ça, on commence à le voir aujourd'hui. Je dirais que, voilà, il y a 6 mois, on voyait l'augmentation des prix à la pompe. On ne le voyait pas forcément se diffuser dans les prix alimentaires, dans les prix des biens de tous les jours. Aujourd'hui, on en est sans doute là. La deuxième dimension de l'inflation, c'est la dimension auto-entretenue. C'est-à-dire, c'est cette idée que, en fait, ce n'est pas seulement les prix passés ou les prix actuels qui augmentent, ça on le voit, on le constate dans les chiffres qu'a donné M. Martin, c'est très clair, mais c'est vraiment les anticipations futures que vous, en tant qu'agent économique, ménage, entreprise, vous formez. Et dans quelle mesure vous commencez, d'un point de vue un petit peu psychologique, à vous dire que vos anticipations futures, vous les basez sur l'inflation aujourd'hui parce que vous ne pensez pas que l'inflation va rediminuer. Voilà. Et donc ça c'est un peu plus dangereux quand on a ça. Donc ça, cette dynamique auto-entretenue, c'est ce que j'appellerais un petit peu un esprit inflationniste. Et évidemment, cet esprit inflationniste, c'est ce que nous, en tant que Banque centrale, on veut éviter d'en arriver à ce point. Je pense qu'on n'en est pas encore là aujourd'hui, mais bien sûr, on peut en débattre. Alors, j'ai quelques slides, pas énormément, je ne vais pas vous embêter avec ça, mais on peut peut-être commencer avec le premier, si on peut l'avoir sur l'écran. Parce que je voulais vraiment vous montrer la dynamique de la zone euro, de l'inflation dans la zone euro, notamment sur le prochain. Merci. Donc, je vais les faire avancer moi-même, ça va être... Voilà, très bien. Et en fait, je voulais vous montrer que, certes, on voit aujourd'hui cette augmentation sur la droite extrêmement importante de l'inflation, mais il ne faut pas oublier qu'on sort d'une période de plus de 10 ans où l'inflation dans la zone euro a été en fait inférieure à l'objectif de 2% de la Banque centrale européenne. Donc, la moyenne de l'inflation sur cette période-là, c'est aux alentours de 1,3%, donc vraiment bien en dessous. Et évidemment, ça nous a tous surpris, la brutalité de cette remontée de l'inflation. Et donc, pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on a cette remontée brutale ? Effectivement, et de ce point de vue-là, la mention d'Emmanuel Macron dans l'interview que j'ai lue aussi est tout à fait correcte, c'est-à-dire que les sources initiales de cette remontée de l'inflation sont à trouver à l'extérieur, et notamment, il y a eu 2 éléments qui ont joué. Le premier, c'est que quand l'économie globale a réouvert après la pandémie, il y a tout un ensemble de chaînes d'approvisionnement qui étaient en fait bloquées
et en fait, qui subissaient une perturbation. Et donc ça a eu tendance en fait à faire augmenter les prix puisque les entreprises commandaient des stocks de précaution et de plus en plus tôt. Et donc ça a fait augmenter les prix. Et c'est rajouté à ça le choc qu'a représenté l'invasion injustifiée, bien sûr, de la Russie en Ukraine, qui a absolument fait exploser les prix de l'énergie et de manière très importante, pas seulement le pétrole, mais en fait le gaz naturel. Et le gaz naturel, comme c'est lié au prix de l'électricité, c'est quelque chose qui va avoir tendance à l'électricité à se diffuser au prix de production et après au prix des biens finis dans l'économie. Donc ça, c'est nouveau pour nous, dans le sens, il ne faut pas comparer, je pense, ce choc énergétique à celui qu'on a eu dans les années 70, qui était finalement un peu limité au pétrole. Là, c'est vraiment, c'est beaucoup plus global. Et donc, les chiffres, juste pour donner quelques chiffres, donc les prix du gaz et de l'électricité, si on les compare à la première moitié de 2021, ils ont été multipliés respectivement par environ 5,5 et multiplié par 4,5. Donc, c'est absolument massif comme choc. Voilà. Donc, ça, c'est les chocs externes qu'a subi la zone euro. Ensuite, évidemment, ces chocs externes, ils ont eu tendance à se transmettre dans l'économie de la zone euro, mais qui était une économie, effectivement, où, contrairement à l'économie américaine, et de ce point de vue-là, la citation de Macron est vraie, il n'y a pas eu de stimulation budgétaire très importante en Europe. Contrairement aux États-Unis, on a eu les plans Biden qui étaient absolument massifs et donc qui ont créé un surcroît de demande, un excédent de demande que la Fed a dû très rapidement, plus rapidement que nous en fait, juguler. On n'est pas dans ce cas-là dans la zone euro. Néanmoins, force est de constater aujourd'hui que ces chocs externes ont été beaucoup plus on se sont diffusés de manière beaucoup plus, je dirais, étendue qu'on aurait pu le prévoir dans l'économie. Et en fait, ce que ça fait, et je voulais vous montrer un petit peu nos projections d'inflation pour voir un petit peu comment on a été surpris par cette augmentation. Donc j'essaye de passer au slide suivant, mais avec assez peu de succès jusqu'à présent. Je ne sais pas si on peut le faire manuellement, si c'est possible. Voilà. Non, là, on est allé trop loin. Juste ça. Non, encore avant. Voilà, là, j'y arrive. Très bien. Donc voilà, ça, c'est nos prévisions d'inflation. Donc, la BCE publie tous les 3 mois des prévisions d'inflation que vous pouvez consulter, qui sont sur le site de la BCE. Et ici, ce que vous voyez dans ces courbes-là, c'est notre prévision d'inflation en décembre 2021, qui est ici indiquée en jaune. Et vous voyez qu'on prévoyait une légère augmentation au-dessus de 2% en 2022 et puis un retour en 2023 et en 2024 en dessous de 2%. Donc ça, c'était notre scénario principal à la fin de l'année 2021. Aujourd'hui, les dernières prévisions de septembre 2022 sont évidemment complètement différentes. Donc là, maintenant, on anticipe que l'inflation sera à 8% sur l'ensemble de l'année 2022 et qu'elle restera élevée entre 5 et 6% en 2023 et que c'est uniquement en 2024, à fin 2024, qu'elle rediminuera pour s'établir plus proche de notre objectif de 2%, mais toujours au-dessus, à 2,3%. Et donc, évidemment, tout ça, ça interroge sur cette dynamique d'inflation et notamment son caractère auto-entretenu, puisque c'était la deuxième dimension que j'avais mentionnée. Et ce qu'on regarde vraiment très attentivement, c'est la dynamique des salaires, puisque ce qui peut rendre l'inflation auto-entretenue, c'est cette fameuse spirale prix-salaire qu'on a tous appris dans nos livres d'économie, qui a eu lieu dans les années 70. Et donc, aujourd'hui, dans la zone euro, on est, je dirais, dans une situation où il faut être très vigilant. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on n'a pas de signe de spirale, mais néanmoins, si on regarde un petit peu les chiffres que vous avez sur la droite, pour le premier trimestre et le deuxième trimestre de 2022, et là j'ai mis à la fois la zone euro, l'Allemagne et la France, on voit que il y a un petit rebond là. Et bien sûr, je ne vous apprendrai pas que c'est dans toute l'actualité qu'il y a des revendications salariales, bien sûr, qui augmentent. Donc voilà, on en est là sur le diagnostic de l'inflation et bien sûr, on a déjà commencé à agir
au niveau de la Banque centrale européenne. Et donc, notre action en tant que Banque centrale, elle passe essentiellement par toujours deux armes. La première, c'est qu'on communique. Donc, on va donner un signal aux acteurs économiques qu'on perçoit l'inflation comme étant trop élevée et surtout à risque d'augmenter davantage. Et notre arme la plus importante, qui est celle que vous connaissez tous, c'est évidemment les taux d'intérêt. Et donc, nos taux d'intérêt, donc là, j'ai représenté notre graphique de taux d'intérêt depuis 2005. Et on était jusqu'à très récemment, jusqu'à juin 2022, nos taux d'intérêt de la Banque centrale, qui sont ceux que nous on fixe, ils étaient en territoire négatif. Ils étaient à moins 0,5%, ce qui est un niveau extrêmement bas et qui n'avait jamais été atteint aussi bas dans l'économie. En juillet 2022, on prend une décision très forte qui est de dire maintenant on s'oriente vers une augmentation de nos taux d'intérêt de manière déterminée et avec des intervalles d'augmentation qui sont quand même très significatifs. Donc, en juillet 2022, on a augmenté les taux de 0,5% pour revenir à 0%. Et en septembre, il y a juste un mois, on a pris une décision assez historique puisqu'on a décidé d'augmenter les taux cette fois-ci de 0,75%, ce qu'on n'avait jamais fait dans l'histoire de l'Union monétaire, pour atteindre 0,75%. Et donc, de ce point de vue-là, et là je vais citer Christine Lagarde parce qu'elle l'a dit très très bien dans un de ses discours, elle a dit c'est le changement le plus important dans les taux d'intérêt de notre histoire et nous voulons envoyer un signal très fort de notre détermination à combattre l'inflation et à retourner à notre objectif d'inflation de 2% dans le moyen terme d'une manière je dirais, qu'on ne va pas attendre pour résoudre ces problèmes. Donc, à partir de là, vous allez voir un petit peu maintenant, donc, le Conseil des gouverneurs de la BCE se réunit toutes les 6 semaines et donc fixe ses taux d'intérêt toutes les 6 semaines. Il est probable qu'au prochain Conseil qui a lieu à la fin du mois d'octobre, nous allons également relever les taux. Si on regarde les anticipations de marché, les marchés anticipent qu'on relèvera encore les taux de 0,75%. Et donc, ça nous ferait atteindre 1,5% de taux d'intérêt. Et donc, et sans doute que ce ne sera pas la dernière hausse. Et pourquoi je dis ça? Et là, ça va revenir sur la question du président Macron qui a dit, mais est-ce qu'on ne va pas finalement tuer la croissance à continuer à relever ces taux d'intérêt? Donc, il est vrai qu'une augmentation de taux d'intérêt, ça a toujours un impact sur la demande. Puisqu'en fait, ce qu'on fait, c'est que nous, on augmente nos taux d'intérêt, qui sont les taux que les institutions financières, auxquelles les institutions financières se refinancent sur les marchés financiers. Ensuite, ce qui se passe, c'est que donc, la banque, qui se refinance à notre taux, elle va transmettre cette augmentation de taux à ses clients. Et donc, les prêts que la banque va faire aux ménages pour acheter acheter leur appartement, aux entreprises, va aussi augmenter. Et quand ces taux vont augmenter, la charge de la dette, le service de la dette pour les ménages et les entreprises va augmenter. Et donc ça va avoir tendance à freiner la demande. Néanmoins, évidemment, nous, on part de taux d'intérêt qui sont extrêmement bas. Et donc, pour nous, à la Banque centrale européenne, on voit la phase actuelle comme étant encore une phase où on devient moins accommodant. On était très accommodant à moins 0,5%. Et donc, on est en train d'enlever cette partie accommodante. Donc, on stimule de moins en moins l'économie. À un moment, on va arriver à un taux d'intérêt qui ne stimule pas l'économie, mais qui ne va pas la freiner non plus. Et puis, si on continue au-delà de ce taux d'intérêt, donc pour les experts, ça s'appelle le taux neutre, mais on peut tout à fait imaginer que c'est un taux qui est autour de 1,5%, 2%. À ce moment-là, on va être dans une zone où là, effectivement, on resserre la politique monétaire. Et là, je dirais que les arbitrages entre taux d'intérêt et croissance deviennent plus importants et on sera extrêmement attentif, évidemment, à ces arbitrages-là.
Donc ensuite, combien de temps ça va durer? Là-dessus, ah oui, alors pour vous montrer aussi peut-être quelque chose que vous avez tous déjà remarqué sur l'augmentation des taux, c'est que par exemple le marché immobilier, je pense dans l'ensemble des pays européens, mais peut-être plus aussi dans les pays européens qui avaient déjà une surchauffe immobilière ou qui avaient des taux d'intérêt variables pour les prêts immobiliers, on commence à voir que ça fait plafonner en fait le marché immobilier, hein, donc on voit les prix de l'immobilier qui plafonnent. Et ce qu'on voit aussi, c'est que quand on demande aux ménages quelles sont vos intentions d'achat pour le futur, on a des intentions d'achat maintenant qui sont en baisse, donc qui se sont retournées. Donc ça, c'est un exemple assez concret de l'effet des taux. Donc, combien ça va durer? Honnêtement, je pense que vu l'origine des chocs, c'est très difficile de vous dire combien de temps le prix du gaz, de l'électricité va rester élevé. Je reviens peut-être juste à nos prévisions, puisque pour nous, c'est l'encre sur lesquelles on fonctionne. C'est-à-dire qu'on dit que dans nos prévisions, on reviendrait, donc 2022, toujours inflation, 2023, toujours un niveau élevé d'inflation, et c'est qu'en 2024 qu'on reviendrait proche de 2%. Néanmoins, il faut savoir, et là je ne vais pas vous mentir, que ces prévisions peuvent être révisées à la hausse, que dans l'année 2022, on a eu les révisions à la hausse les plus importantes de prévisions de notre histoire, et donc sans doute que le biais, il est plutôt à la hausse. Donc, bon, par rapport à ça, je pense que notre approche, c'est aussi de se dire qu'il vaut mieux être préventif. Donc, on préfère faire des augmentations de taux d'intérêt assez tôt et assez fortes au début, d'accord, pour pouvoir ensuite doser un peu mieux les augmentations qu'on fera dans le futur, et notamment par rapport à ce dilemme entre taux d'intérêt et croissance qui va nous occuper sans doute pendant l'année 2023. Et pour l'instant, j'arrêterai là. Et puis, j'attends le débat pour le reste des points. Bien sûr, on a encore beaucoup de temps pour entrer dans les Details. Déjà, merci beaucoup, Herr Herzog. Ich würde gerne mit Ihnen weitermachen. Teilen Sie die Analyse, die wir jetzt gehört haben, jetzt nicht nur in dem Zitat von Emmanuel Macron, aber auch eben gerade in der Präsentation, dass wir es vor allem mit einer angebotsgetriebenen Inflation zu tun haben und vielleicht auch verbunden mit einem zweiten Punkt, der gerade angesprochen wurde, dass die EZB jetzt ein sehr präventives Vorgehen hat. Es wird ja auch oft von Frontloading gesprochen, dass man eben dann jetzt auch eher mal schnell ein paar Zinsen hochhebt. Aber hat denn aus Ihrer Sicht die EZB rechtzeitig auf diese Inflationswelle, auf diese angebotsgetriebene Inflation auch reagiert? So, bonjour, Madame et Messieurs. Nun spreche ich weiter auf Deutsch. Ich glaube, wir sind auf gleicher Ebene und der Meinung, wenn man sagen kann, dass der Ursprung der Inflation sicherlich von außen im gewissen Sinne kam. Das hängt insbesondere mit der Corona-Pandemie, mit den unterbrochenen Lieferketten zusammen. Und ich vergleiche oftmals die Inflation wie ein Feuer. Also der Zündfunke, sozusagen der Start dieser Inflationsphase, die wir jetzt gerade erleben, die hängt sicherlich mit den unterbrochenen Lieferketten, mit den Ersparnissen, die man in der Corona-Pandemie gemacht hat, weil man nicht mehr konsumieren konnte, und dann der schnelle Anstieg der Nachfrage. Aber gleichzeitig ist eben das Angebot war unterbrochen durch die Lieferketten. Und das hat den Zündfunken gelegt. Wo ich aber abweichen würde, eben ein bisschen in der Einschätzung oder die Einschätzung erweitern würde, ist jetzt das Feuer, was die Inflation sozusagen weiter angefacht hat. Und da würde ich natürlich schon sagen, an erster Stelle muss man hinzufügen, dass die EZB, nicht nur die EZB im Übrigen, auch die FED, also die US-amerikanische Zentralbank, sehr zurückhaltend war. Alle sprachen von einer temporären Inflation. Wir haben ja die Vorhersagen gesehen, also da war vorhergesagt 3%, ne, jetzt in diesem Jahr, und wir werden mit über 8% rauskommen. Also die Zentralbanken rund um den Globus waren der Meinung, das ist ein temporäres Phänomen und das kann sozusagen wieder zurückgehen. Und das hat sich nicht bewahrheitet. Warum? Also einmal,
muss man sagen, das wurde gerade schon angesprochen, wir hatten ein historisches Zinsniveau. Ja, die Zinsen waren auf Null, die Einlagezins sogar im negativen Bereich. Und historisch niedrige Zinsen führt natürlich immer auch zu Übertreibungseffekten. Wir hatten das auch schon vor der globalen Finanzmarktkrise. Da war einer der Auslöser waren eben auch damals schon historisch niedrige Zinsen. Also das kann man, glaube ich, nicht von der Hand zu weisen, dass das auch einer der Ursachen ist, warum die Inflation so hoch ist. Dazu kommen natürlich die neuen Instrumente, die die Zentralbanken in den letzten Jahren, die EZB seit 2015, implementiert hat, zum Beispiel diese Ankaufprogramme, wo Staatsanleihen gekauft wurden, und die haben natürlich sehr viel Liquidität in die Märkte gespült, und das ist die Voraussetzung, das ist jetzt der Sauerstoff, der eben das Feuer, nachdem der Zündfunke die Inflation angestoßen hat, weiter am Leben hält. Neben der Geldpolitik kommt aber auch die Finanz- und Fiskalpolitik, hat eine Rolle gespielt. Da würde ich auch ein bisschen ergänzend hinzufügen, dass auch nicht nur in den USA ein enormer Fiskalstimulus gemacht wurde in der Corona-Pandemie, sondern auch erstmal in allen Mitgliedstaaten. Also wir hatten ja Hilfen für die Gastronomie, die geschlossen wurde, wurden ja vom Staat Hilfsprogramme aufgelegt, ne, wie dass man diesen Firmen oder Unternehmen oder Restaurants hilft. Dazu hatten wir auf europäischer Ebene zum ersten Mal ja auch eine europäische Verschuldung im Rahmen des Next Generation EU Funds von 800 Milliarden Euro. Das sind immerhin fast 7% des Eurozonen-Bruttoinlandsprodukts, was natürlich auch durch Verschuldung ein Stimulus, konsumtiv auch natürlich dann die Inflation bereitstellt. Also die Verschuldung war natürlich auch, die staatliche Verschuldung ist natürlich auch ein Grund, weshalb jetzt so viel Nachfrage da ist. Und jetzt kommt noch hinzu, dass die Verschuldung auch in den letzten, aufgrund der geopolitischen Situation weitergegangen ist. In Deutschland haben wir jetzt ein 100 Milliarden Paket geschnürt für die Stärkung des Militärs. Das ist natürlich auch neue Schulden. Dann haben wir Rettungspakete, ähnlich wie in Frankreich, aufgrund der hohen Energiepreise. Das heißt, das sind alles natürlich konsumtive Ausgaben, die zunächst nicht dämpfend wirken, sondern eher die Inflation anfachen. Insofern muss man sagen, die Geldpolitik hat einen Beitrag geleistet. Die Finanzpolitik der Mitgliedstaaten hat einen Beitrag geleistet, aber der auslösende Aspekt, da würde ich auf jeden Fall zustimmen, war eben durch die Corona-Pandemie die Unterbrechung der Lieferketten. Vielen Dank. Monsieur Paulin, peut-être pourriez-vous nous expliquer votre regard sur les causes de l'inflation et aussi est-ce que vous voyez des perspectives différentes entre la France et l'Allemagne sur ce phénomène inflationniste? Merci Alfred pour cette présentation qui tombe bien. En effet, on a envie de discuter de ces questions qui sont importantes à l'heure actuelle, mais aussi sur les temps qui viennent. Alors, d'abord, je voudrais dire mon opposition complète à cette idée selon laquelle l'inflation serait toute importée. Je comprends pourquoi M. Macron tient à dire ça, mais en fait, ce n'est pas nous qui avons inventé l'idée du « quoi qu'il en coûte ». Or, ce qui s'est passé, c'est effectivement qu'au départ, il y a bien eu ce choc d'offres de la pandémie, donc qui a affecté la production, qui a affecté un tas de choses sur le marché du travail, mais il se trouve que l'État est intervenu puissamment au cours très vite, et pour soutenir la demande. Il y a bien eu un soutien fort de la demande, il y a bien eu un laxisme budgétaire. D'ailleurs, si vous prenez le cas de la France, vous vous rendez compte qu'il y a eu un phénomène d'épargne, il y a eu un phénomène de surépargne en France, qui d'ailleurs n'est pas complètement terminé. Le taux d'épargne en France a augmenté, ce qui signifie bien qu'il y a des revenus qui ont été donnés qui n'étaient pas complètement nécessaires du point de vue même des individus qui les ont reçus. Donc, je pense qu'il y a eu les deux choses. Il y a eu effectivement l'amorce par la pandémie, bien sûr,
mais il y a eu aussi le comportement de l'État. L'État soutenu sans réserve par les banques centrales. Alors, c'est vrai qu'il faut revenir un petit peu en arrière et rappeler, ça a déjà été fait, que lorsque la pandémie s'est déclarée, on était dans une situation très bizarre, dans laquelle l'inflation était très faible, les taux d'intérêt étaient très faibles, au point que d'ailleurs les politiques monétaires avaient perdu d'une certaine façon leur efficacité, puisque leur marge de manœuvre était très restreinte du fait même de la faiblesse des taux d'intérêt. Elles étaient bloquées par ce qu'on appelle la limite à zéro, le zero lower bond, la limite à zéro des taux d'intérêt, bon, qui a été un peu franchie, mais à la marge. Et donc, les politiques monétaires étaient en quelque sorte désarmées dans cette conjoncture, au point que certains économistes, certains d'ailleurs que j'aime bien, ont été jusqu'à proposer cette idée de monnaie hélicoptère, c'est-à-dire l'idée qu'il fallait balancer des euros la nuit sur la campagne pour permettre, pour donner un supplément de pouvoir d'achat et donc pour faire repartir la demande. Alors, à l'époque, bon, j'avais dû écrire un petit article dans Le Monde pour dire arrêtez avec cette fable, bon, qui, je pense, est absurde, mais c'est un résidu du friedmanisme, du monétarisme exacerbé de Milton Friedman, parce que, faites attention, lorsque la pandémie sera terminée, il est bien possible qu'il y ait de l'inflation. Et au fond, je raisonnais comme quasiment un professeur de première année qui dit il va y avoir des problèmes du côté de l'offre parce que il va y avoir une réduction des capacités de production, il va y avoir des salariés qui auront perdu leur emploi, il va y avoir des pertes de compétences, il va y avoir des investissements qui vont être retardés. Donc, l'offre, en gros, va se déplacer vers la gauche. Et puis, vous avez cette augmentation de la demande qui, elle, est impulsée par ce que fait l'État avec l'aval des politiques monétaires. Et donc, ça peut donner une augmentation des prix. Alors, une augmentation des prix, je suis d'accord complètement avec Madame Ramouni-Rousseau, c'est pas l'inflation. L'inflation, il faut que ce soit un phénomène entretenu. On va y revenir. Mais ceci pour dire que ça, c'était cet article, j'avais dû l'écrire début 2020. Donc, je pense que début 2020, on pouvait se dire que peut-être qu'on n'allait pas avoir la déflation que certains craignaient, mais qu'il y avait des arguments pour dire qu'au contraire, il risquait d'y avoir en sortie de crise de l'inflation. Bon, mais c'est vrai que à l'époque, les politiques monétaires ne pouvaient guère faire autre chose que ce qu'elles ont fait, c'est-à-dire accompagner les politiques monétaires. Et j'allais dire, pour titiller un peu Madame Ramouni-Rousseau, elles se sont soumises à ce qu'on appelle la dominance budgétaire. Alors évidemment, aujourd'hui, elles s'en défendent. Je pense à une banque centrale pas loin d'ici qui a effectivement toujours juré, ses grands dieux, que jamais elle ne ferait, elle se soumettrait à cette dominance budgétaire. De fait, c'est bel et bien ce qui s'est passé, mais c'est vrai qu'à l'époque, le mouvement pouvait se comprendre. Peut-être qu'on aurait dû être plus vigilant qu'on l'a été. Il n'empêche que les banques centrales, Madame Ramouni-Rousseau, très honnêtement, nous a donné les prévisions pour 2022 de la BCE. Bon, honnêtement, c'est cataclysmique, quoi. Se tromper à ce point, c'est quand même gravissime, je trouve. Bon. Et un gouverneur de banque centrale, fin de l'année dernière,
je ne vais pas le citer bien sûr, disait « J'aperçois le pic d'inflation en février. Le pic d'inflation en février, il le situait aux alentours de 3%. Il n'y a donc pas que la BCE qui fait des grosses erreurs de prévision. Là aussi, il faudra qu'on y revienne. Donc, c'est dans ce contexte que, en effet, s'est posé le problème. Et donc, je crois qu'il ne faut pas négliger cette idée. Il y a eu aussi, ça a été aussi entretenu par les banques centrales. Les banques centrales qui, lorsque l'inflation a pointé le bout de son nez, nous a expliqué que, 1, ce n'était pas tous les prix qui étaient concernés, 2, qu'il n'y aurait pas d'effet de second tour parce que le marché du travail, le fonctionnement du marché du travail avait beaucoup changé et que désormais les salariés n'étaient plus en situation de rapport de force pour surenchérir sur l'augmentation des prix, et puis que les anticipations étaient bien ancrées de toute façon. Or, tout ceci s'est révélé faux. Et c'est la raison pour laquelle j'ai tendance à penser que tout ça quand même a été dit, quoi. Or, tout ça s'est avéré faux. Donc, ceci nous incite évidemment à la prudence et puis peut-être pourrait nous expliquer comment sortir de cette phase, étant entendu que je crois en effet que comme c'est un problème d'offre, pour l'essentiel, c'est pas forcément à la politique monétaire de faire le job, mais que, en tout état de cause, les banques centrales ont manqué de vigilance. Madame Ramouni-Rousseau, beaucoup de points, je pense, à répondre. Peut-être déjà pour focaliser un petit peu, on peut se limiter sur déjà un peu la critique que j'ai entendue sur la vigilance et la prévision de la part des banques centrales en général, mais aussi la question de l'impact de la politique fiscale sur l'inflation. Est-ce que ça alimente le feu de l'inflation, comme on a entendu? Est-ce que les banques centrales étaient sous une dominance budgétaire, comme on a entendu de l'autre côté? Si vous pouvez peut-être répondre surtout à ces deux questions. Oui, merci beaucoup. Et c'est clair que c'est pas facile d'être banquier central aujourd'hui, on le voit aujourd'hui, mais on continue à faire notre travail avec énormément de détermination. Alors, juste peut-être en répondant très rapidement sur certains points qui ont été faits, et puis je vais à la politique fiscale ensuite. Je pense que c'est très tentant de refaire l'histoire, ok ? Tout le monde fait ça quand il y a un problème. La réalité, c'est que la pandémie, c'était quand même la plus grave crise économique de notre histoire et qu'il y avait un risque réel d'effondrement de l'économie. Donc, quand la Banque centrale européenne a déployé à l'époque ses programmes d'urgence, quand les différents gouvernements en Europe se sont portés en soutien tout simplement pour protéger l'économie dans une situation qui était absolument inédite, personne ne s'est plaint. Alors après, maintenant on dit oui, on aurait dû faire moins, on aurait dû faire mieux, etc. Moi, je pense que il y a eu au moment qui était absolument critique, la réponse a été adéquate. Maintenant, est-ce qu'on aurait pu faire de manière plus ciblée, notamment sur le quoi qu'il en coûte? Ça, je pense qu'il y a des débats qui sont légitimes, mais je vois vraiment pas de lien automatique entre ce qui a été fait en termes de gestion de crise de la pandémie et ce qui nous arrive maintenant en termes de choc relatif à l'inflation venant de ces chaînes d'approvisionnement ou de la crise énergétique. Alors maintenant, sur la politique fiscale, je pense que ça, c'est vraiment la politique budgétaire. C'est vraiment une question très, très intéressante. Pour moi, c'est une des questions majeures. C'est-à-dire qu'on a effectivement vécu dans les 10 dernières années
je dirais avec un policy mix qui n'a pas toujours été optimal. Notamment, nous, on pense qu'il y a un moment, notamment au moment des dettes souveraines, où les politiques budgétaires étaient de toute évidence trop restrictives. Et donc, en fait, nous, au niveau de la politique monétaire, on était obligé de compenser tout ça, pour qu'au total, l'économie continue à croître et à créer des emplois. Et donc, là, aujourd'hui, clairement, ce qu'on aimerait, nous, au niveau de la Banque centrale, c'est que cette articulation entre la politique monétaire et la politique budgétaire fonctionne pour pouvoir freiner l'inflation. Et donc, évidemment, ça veut dire que si nous, on essaye de freiner l'inflation avec des augmentations de taux d'intérêt, il serait quand même malvenu que les politiques budgétaires aillent stimuler de manière excessive la demande, ce qui aurait comme effet d'augmenter l'inflation. Alors, qu'est-ce qu'on voit de ce point de vue-là? Qu'est-ce qu'on peut se dire sur les exemples récents? Alors, moi, je suis praticienne des marchés financiers, et on a eu un exemple très intéressant récemment avec ce qui s'est passé au Royaume-Uni. Donc, vous avez vu que le nouveau gouvernement conservateur au Royaume-Uni est arrivé avec ce package budgétaire qui était très honnêtement non financé, des augmentations très considérables, et les marchés financiers ont immédiatement réagi en augmentant les taux d'intérêt sur la dette britannique ont augmenté très très fortement, mais quelque chose qu'on n'avait jamais vu nous sur un marché développé. Moi honnêtement, quand je regarde cette volatilité qu'il y a eu sur les taux d'intérêt long aux États-Unis, c'est une volatilité qui ressemble à celle d'un marché émergent. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que les marchés financiers aujourd'hui seront très vigilants, d'accord, à ce que les politiques budgétaires soient bien calibrées et à ce que ce mix entre politique monétaire et politique budgétaire soit le bon. Sinon, ce sera sanctionné. Donc, je pense que c'est un message que les responsables politiques ont dû sans doute entendre. Après, au niveau de la politique budgétaire, encore une fois, nous, on est responsable de la politique monétaire, mais ce qu'on peut dire néanmoins, c'est que clairement, il faut éviter des dépenses de fonctionnement. Il faut éviter aussi des dépenses qui sont mal ciblées ou qui sont trop généralisées. Parce que clairement, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a des parties de l'économie, et notamment des ménages, qui subissent de plein fouet ces hausses de prix et qui ont besoin d'être soutenus. Donc ça, c'est sûr. Après, il faut cibler le support qu'on apporte. Et en même temps, sans doute ne pas oublier l'importance que la politique budgétaire investisse dans l'avenir. Donc de ce point de vue-là, si on parle d'une nouveauté européenne qui est de la pandémie, qui a été à mon avis extrêmement utile et importante, c'est les packages Next Generation EU, que vous avez vu, qui sont aujourd'hui des investissements dans les politiques d'avenir, des investissements dans l'économie verte, dans la digitalisation des économies. Et je pense que même si on est sur des politiques budgétaires qui doivent être plus sélectives, il ne faut pas le perdre de vue. Merci. J'aimerais bien maintenant aller vers les moyens et les instruments qu'on a pour combattre l'inflation. Et ich werde jetzt mit Herrn Herzog weitermachen. Und zwar hat Frau Ramoni-Russo gesagt, dass natürlich die Zinserhöhungen und die Zinspolitik das entscheidende Mittel sind, um gegen die Inflation zu kämpfen. Wenn wir es jetzt aber, da waren sich ja alle drei hier dann relativ einig, mit einer auch vor allem zumindest im ersten Impetus angebotsgetriebenen Inflation zu tun haben, kann man das überhaupt mit einer Zinserhöhungspolitik alleine hinbekommen, wenn wir auch über Lieferketten reden, über Energieversorgung, also Faktoren, die man jetzt mit sozusagen einer klassischen Zinserhöhung nicht immer sofort greift? Ja, so bevor ich auf die Frage gleich antworte, möchte ich eine Replik machen zur Ursache, nochmal zur Inflation. Ich glaube, es wäre zu einfach, und da nehme ich jetzt alle Zentralbanken sozusagen hier mit diesem Statement, meine ich damit, wenn man sagen würde, die Geldpolitik hat da keine Ursache gelegt. Denn ich meine, und das hat Milton Friedman auch gesagt, in der langen Frist
ist natürlich Inflation auch im Zusammenhang mit der Liquidität, mit der Geldmenge zu sehen. Denn hätten wir nicht das Geld, könnten wir jetzt die höheren Preise nicht zahlen. Die EZB und auch andere Zentralbanken haben ja das Ziel, Preisniveaustabilität zu erreichen, genau aus diesem Grund. Das heißt, die Geldmenge und was die Zentralbanken so machen, auch mit der Zielausrichtung und jetzt die Umkehrung, sozusagen die Geldmenge zu verkürzen durch die Zinserhöhung und auch Rückabwicklung der Ankaufprogramme, ist ja genau darauf angerichtet, sozusagen jetzt die Inflation wieder zurückzudrängen. Also es wäre, glaube ich, zu einfach zu sagen, die vorigen geldpolitischen Entscheidungen mit den niedrigen Zinsen und die Liquidität über die Ankaufprogramme hätte keine Ursache in der aktuellen Entwicklung. Und jetzt sind wir genau an dem Punkt, wie kann das die EZB überhaupt schaffen, wenn wir jetzt auch noch in eine konjunkturell schwierige Situation kommen? Wir heben die Zinsen an. Und gleichzeitig sind wir in Deutschland schon jetzt im letzten Quartal in einer Rezession, auch im nächsten Quartal, also 2023, im ersten Quartal werden wir auch eine Rezession sein. Das heißt, wir kommen in eine Situation, die wir Stagflation nennen. Das heißt, eine schwache Wirtschaft und gleichzeitig hohe Inflation. Und deswegen ist das Zusammenspiel, das wurde auch schon richtigerweise gesagt, natürlich von Geld- und Finanzpolitik, also des Staates, ganz wichtig. Zugleich möchte ich auch hier ein bisschen Wasser in den Wein schütten, denn die Finanzpolitik, obwohl das auch Christine Lagarde, die EZB-Präsidentin, ja auch eingefordert hat, die soll jetzt auch aufpassen und die Inflation nicht weiter anheizen. Aber die Finanzpolitik hat eine ganz andere Zielfunktion. Die will ja den Bürgern helfen in der schwierigen Situation. Das heißt, die wird natürlich weiter Ausgabenprogramme auflegen, weil sie ja wiedergewählt werden will. Das ist ein politökonomisches Argument. Zugleich hat die Finanzpolitik auch gar kein Interesse daran, niedrige Inflation zu haben, weil durch die hohe Inflation ihre Staatsschulden erleichtert werden. Das heißt, das Zusammenspiel ist notwendig, um die Inflation zu bekämpfen. Das kann man durch historische Analysen von Inflationsphasen begleiten. Immer wenn Geldpolitik und Fiskalpolitik in die gleiche Richtung gegangen sind, dann ist doch die Inflation wieder erfolgreich bekämpft worden und zurückgegangen. Aber wir haben jetzt eine Konstellation, auch durch die Währungsunion, wo Länder in ganz unterschiedlichen wirtschaftlichen Phasen sind. Zum Beispiel die baltischen Staaten, da haben wir Inflationsraten von über 20%. In Estland 25%. Also unglaublich, ne? Und das ist genau das Problem, vor dem natürlich die EZB steht. Die Währungsunion ist keine optimale Währungsraum. Und vor diesem Hintergrund sind die Entscheidungen, die jetzt weiter, ja, wie auch schon gesagt worden, weitergehen, 75 Basispunkte im nächsten Schritt wichtig. Aber ich glaube, für eine erfolgreiche Bekämpfung braucht man noch was anderes, was Herr Pollin in einem jüngsten Artikel, den er geschrieben hat, auch gesagt hat, wir brauchen Strukturpolitik. Das heißt, von Fiskalseite muss weniger Ausgabenpolitik folgen, sondern wir müssen das Angebot, weil wir eben auch den Angebotsschock haben, wir müssen gucken, dass wir durch Strukturpolitik das Angebot ausweiten, sowohl im Energiebereich, um dort die Preise zu drücken, als auch in den einzelnen Mitgliedstaaten. Da geht es um Sozialreform, Rentenreform und so weiter. Deutschland ist da ja, kann man vielleicht auch mal positiv erwähnen, an einer Stelle, wenn Sie erlauben, noch ganz kurz. Wir hatten Anfang des Jahrtausends, war Deutschland die rote Laterne. Wir hatten das geringste Wirtschaftswachstum und die höchste Arbeitslosigkeit im Euroraum. Anfang des Jahrtausends, so 2002, 2001, 2003. Und was hat Deutschland gemacht? Weil eben wir hatten auch schon hohe Verschuldung. Wir haben Strukturreformen, hat die damalige Bundesregierung gemacht, Sozialmarktreformen, Rentenreformen. Und diese Reformen, die waren höchst umstritten, haben auch zu Protesten damals in Deutschland geführt. Aber in den nächsten Jahren, nach 3, 4, 5 Jahren, hat das dazu geführt, wo Deutschland jetzt ist. Wir wurden wirtschaftlich stark, wir wurden wieder wettbewerbsfähig und wir waren sozusagen die Lokomotive plötzlich in Europa durch diese Strukturreform, die damals dort angelegt wurden. Also das kann wirken. Das Problem ist, Strukturreformen sind einfach gefordert, aber natürlich schwierig umzusetzen. Man sieht es ja immer auch in Diskussionen hier in Frankreich, wenn es um Rentenreform geht. Das ist ganz schwierig, aber ich glaube, der Druck im System ist mittlerweile so groß, dass wahrscheinlich das auch ein wichtiges Antwort ist, wie das Problem überwunden werden kann. Monsieur Pollin, pourriez-vous répondre surtout sur cet aspect aussi de la nécessité des réformes structurelles pour là aussi contenir un peu les déficits et le facteur de la politique budgétaire qu'on a déjà évoqué. Et deuxièmement, M. Herzog a aussi évoqué la possibilité d'une récession qui est surtout en Allemagne très très réelle. Est-ce qu'une récession est inévitable afin de sortir et traverser cette phase inflationniste?
Oui, je préfère la première question à la seconde. Oui, je suis complètement d'accord avec mon collègue Herzog. Quand on est face à un choc d'offres, c'est pas la demande, c'est pas un problème de réglage conjoncturel qu'il faut, c'est effectivement mener des politiques d'offres et des politiques structurelles. Donc, en effet, et ça date pas d'hier, ça date pas du Covid, c'est beaucoup plus ancien. Nous avons une croissance faible dans l'ensemble des pays avancés depuis au moins une vingtaine d'années. Je dirais, de façon un peu rapide, parce qu'on a toujours mené des politiques de court terme, des politiques de réglage conjoncturel finalement, plutôt que des politiques de long terme. On a sacrifié à l'achat de la paix civile, on a acheté la paix civile depuis des années, et en achetant la paix civile, on n'a pas fait les investissements qui seraient nécessaires. On a eu des politiques économiques de très court terme. C'est quand même extraordinaire qu'on en arrive à parler de stagnation séculaire, parce que c'était un des grands thèmes de ces dernières années, qu'on expliquait diversement, on pourra y revenir, d'ailleurs c'est tout à fait passionnant. On parle de stagnation séculaire au moment même où on nous explique que nous sommes devant la 3e ou 4e révolution industrielle. Est-ce que c'est crédible, ça? De fait, il y a eu un épuisement du progrès technique, il y a eu une baisse de la croissance potentielle des économies. Aujourd'hui, on en est à parler pour la croissance potentielle de l'Europe à quelque chose comme 1%, et certains disent moins, en période de révolution industrielle. Enfin, c'est bon. Donc, je crois en effet qu'il est possible de mener des politiques structurelles. Alors, on peut faire la liste. C'est vrai que ça n'a pas grand-chose à voir, là, pour le coup, avec la politique monétaire. Simplement, considérons une chose. Les États ont encore une capacité d'endettement. Parce que, vous voyez, pour le cas de la France, c'est un peu pareil pour les autres pays, la durée de la dette publique moyenne, c'est entre 7 et 8 ans. Donc avant que les taux on subisse l'augmentation des taux d'intérêt, il va se passer du temps. Donc, il y a une capacité d'endettement, et cette capacité d'endettement, elle doit être mise au profit de l'investissement et pas à acheter la paix civile, c'est-à-dire à essayer de compenser à droite et à gauche les difficultés que certains peuvent connaître. Or, c'est quand même encore largement ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire on s'endette, on va continuer à s'endetter pour essayer de faire en sorte que les citoyens subissent moins l'inflation. Alors, maintenant, juste un petit retour sur la politique monétaire. Si la politique monétaire devrait être utilisée, et seulement elle, pour mater l'inflation, pour casser l'inflation, comme disent certains, je pense notamment à des gens de la Banque des règlements internationaux, alors il faudrait que les taux d'intérêt augmentent beaucoup. Et ce que j'entends, ce que je lis, disant on n'est pas loin du taux neutre, c'est faux. Hein? Si je prends, moi, une fonction de relation, bon, pardonnez-moi, c'est trop technique et je vais passer très vite là-dessus. Si on se centrait sur la règle de Taylor, sur la fonction de réaction de la Banque centrale de Taylor, il faudrait, à tout le moins, on peut faire le calcul ensemble si vous voulez, je pense que ça ne va pas vous intéresser, ça serait aux alentours de 6%. Au moins 6% de taux court, je ne parle pas du taux neutre, de taux court de la BCE. Donc on n'est pas tout à fait encore au niveau qu'il faudrait avec
50 points de... Oui, peut-être, Madame Ramouni-Rousseau, directement la réponse sur ce dernier point que j'aimerais bien lier avec une première question qui vient de quelqu'un qui nous suit sur l'Internet. Vous avez évoqué un taux d'intérêt neutre autour de 1,5%. Parlez-vous d'un taux réel ou nominal? Oui, alors le taux neutre, c'est vraiment un concept théorique, d'accord? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut avoir chacun son modèle pour le calculer, ok? Et il n'y a pas de convergence sur quel est le bon modèle. Et donc, moi, ma réponse, elle est empirique. On saura à combien il est quand on le verra. C'est-à-dire qu'on voit à quel niveau on est en train, voilà, de stimuler ou au contraire de freiner l'économie. Et je pense que c'est exactement ce que les banques centrales sont en train de faire aujourd'hui. C'est ce que nous explique aussi la Fed. C'est-à-dire que quand on leur demande mais où est le taux neutre pour l'économie américaine, ils disent on n'en sait absolument rien. C'est-à-dire qu'on le saura quand on le verra. Okay, mais par contre, ce qu'on sait aujourd'hui, de ce point de vue-là, moi, je pense que, bon, clairement, 6%, c'est complètement excessif. Je ne connais pas le modèle qui vous donne 6%, mais... C'est la règle de Taylor. Et c'est peut-être une règle de... Enfin, il y a plusieurs règles de Taylor, et en l'occurrence, les banques, quand ça les arrangeait, les banques centrales, elles parlaient beaucoup, y compris les banques centrales, parlaient beaucoup du taux de Taylor. Hein. Oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, on a des règles de Taylor modifiées. On a amélioré cette règle aussi pour la rendre plus, on va dire, plus précise. Donc, bon, moi, je pense néanmoins qu'il y a tout à fait un intervalle d'incertitude, tout à fait, sur ce taux neutre. Et l'intervalle d'incertitude, encore une fois, moi, je n'ai pas la réponse, mais je veux dire, entre 1,5, 2, 2,5, voire 3%, tout est possible. Aujourd'hui, donc, c'est un taux d'intérêt qui est un taux d'intérêt nominal, hein, c'est-à-dire qu'il se compare à notre taux directeur. Ça veut dire qu'en fait, on part d'une estimation d'un taux réel. Par exemple, si on dit que c'est entre 1,5 et 2%, d'un taux réel qui est entre moins 0,5 et 0%, ça, c'est beaucoup dû à tout, effectivement, la littérature sur la stagnation séculaire qui, effectivement, est utilisée aussi dans les banques centrales. Et on rajoute 2% à ça. Voilà. Donc, évidemment, la zone dangereuse, et ça c'est par rapport à votre question sur la récession est-elle inévitable, c'est quand on va commencer à approcher, à mon avis, des niveaux de taux d'intérêt où, voilà, entre 2 et 2,5%, où là, il va falloir être beaucoup plus vigilant sur l'impact que ça a sur l'inflation, sur la croissance. Aujourd'hui, donc, les prévisions, encore une fois, tout le monde peut se tromper sur les prévisions, juste pour rappeler que tous les prévisionnistes, ce n'est pas seulement la BCE, hein, mais le FMI, l'OCDE, l'OFCE et je ne sais quoi, tout le monde s'est trompé sur les prévisions d'inflation pour 2022 et 2023. On espère bien sûr qu'en 2024, pour à horizon de 2024, tout ça rentrera dans l'ordre. Aujourd'hui, sur les prévisions de croissance, juste pour vous dire, on a une année 2023 qui est effectivement compliquée. Okay. C'est une année où certains pays vont être en ce qu'on appelle en récession technique, c'est-à-dire des récessions de 2 trimestres, voire même dans un scénario défavorable en récession pour l'ensemble de l'année. Et par contre, il y a un rebond qui est prévu en 2024 et qui va donc aussi coïncider a priori avec le moment où les forces inflationnistes vont diminuer très significativement. Oui, vous avez dit, si j'ai bien compris, à partir de 2,5% de taux directeur, il faudrait être plus vigilant. La Fed aux États-Unis est déjà bien au-delà. Et là aussi, j'aimerais bien inclure une autre question de notre audience sur Internet. Il y a quelqu'un qui demande l'impact spécifique du dollar fort sur l'inflation importée. Et aussi mettre ça dans le contexte maintenant de parler généralement des risques qui sont associés à cette phase inflationniste. Oui. Peut-être. Alors, juste sur le taux neutre, ce qu'on appelle le taux neutre, ce serait le taux de long terme. Hein, c'est un taux de long terme. En général, on l'exprime en termes réels. Et c'est vrai qu'il est extrêmement difficile à estimer, mais souvent, on l'approxime par le taux de croissance potentiel de l'économie. Alors, après, le taux
de la Banque centrale, enfin les taux sur les capitaux court terme, enfin les taux de refinancement, ça c'est autre chose. Donc, quand je parle de 6% au moins, c'est évidemment sur les taux de refinancement, les taux à très court terme, les taux au jour le jour. Par contre, effectivement, il ne faut pas confondre les deux. Et d'ailleurs, comme je l'ai trop vu fait ces derniers temps, le taux neutre, c'est un taux de long terme. Donc, ça n'a pas grand-chose à voir. Bon, donc, juste une chose, en fait, nous, on estime que si on est au-delà du taux neutre, à ce moment-là, la politique monétaire devient restrictive. D'accord ? En dessous du taux neutre, on a une politique monétaire qui est accommodante et au taux neutre, elle est neutre. Bah ça, c'est la définition même du taux neutre. Hein. Donc, je ne peux qu'être d'accord avec vous. Simplement, c'est justement en manipulant votre taux de refinancement, puisque en principe, c'est quand même votre instrument préféré, même si vous faites aussi des politiques non conventionnelles qui consistent finalement à bouger la structure des taux d'intérêt, à maîtriser la structure des taux et donc sur le long terme. Voilà. C'est vrai que si la Banque centrale devait... Mais je pense que la politique monétaire n'est pas le bon instrument pour régler le problème de l'inflation à l'heure actuelle. Les politiques budgétaires, si on veut réellement essayer de maîtriser l'inflation aujourd'hui, ce serait sans doute la politique budgétaire qui devrait être utilisée. Je pense que si la politique budgétaire, au lieu d'acheter la paix civile, comme je viens de le dire, s'intéressait au long terme et donc menait les investissements colossaux qui sont devant nous, sur les services publics, sur les infrastructures, sur les relocalisations, sur la transition écologique, eh bien, probablement, ce serait moins inflationniste que de faire des dépenses, de faire des dépenses courantes. Et là, c'est très bien que la Banque centrale européenne montre ses dents pour dire ça suffit. Ce que d'ailleurs l'Allemagne n'a pas fait, parce que regardons le taux d'endettement de l'Allemagne, d'une certaine façon, il est exemplaire, puisqu'il a très peu évolué. En gros, vous prenez les pays avancés, c'est 50% sur les 15 dernières années, 50% de taux d'endettement supplémentaire, ce qui n'est pas le cas de l'Allemagne, qui de ce point de vue, je pense, est mieux placée. Avant de aussi ouvrir le débat à tous et toutes celles qui sont ici, j'aimerais bien faire entrer encore une fois Monsieur Herzog. Herr Herzog, das wurde jetzt gerade nicht so genau beantwortet. Vielleicht können Sie da auch noch mal die Frage zur Rolle des starken Dollars beleuchten bei der importierten Inflation. Und ein weiterer Punkt, der jetzt gerade angesprochen wurde, ist auch die Schuldentragfähigkeit. Gut, da wurde Deutschland jetzt gelobt, aber wir beide wissen ja auch, dass gerade Schattenhaushalte in Milliardenhöhe aufgelegt werden. Nun ist die Frage, inwieweit sind diese Staatsschulden, die dann vor dem Hintergrund steigender Zinsen auch für Staatsanleihen zurückgezahlt werden müssen, jetzt irgendwann ein Problem für die Stabilität der Eurozone? Ja, vielen Dank für die beiden Fragen. Ich würde auch noch einen kurzen Kommentar zum neutralen Zins. Also ich stimme überein, wenn die EZB den Zins mehr anhebt wie der neutrale, dann wird die Geldpolitik restriktiv. Aber davon sind wir ja weit entfernt. Also wenn wir uns zum Beispiel jetzt mal das Konzept des Realzinsens anschauen, dann haben wir, das ist der Nominalzins minus die Inflation. Nominal sind wir jetzt bei 1,25, minus Inflation von 8%, also sind wir bei minus 7% real. Das ist natürlich enorm noch expansiv. Das ist eine sehr expansive Geldpolitik. Und gleichzeitig haben wir Inflation von 8%. Und meine Einschätzung ist auch ein bisschen eher pessimistisch. Ich glaube nicht, dass wir nächstes Jahr, wie die EZB sagt, 5,5 haben und dann 2,3 2024. Ich glaube, wir werden sehr viel länger höhere Inflationsraten haben, weil wir zu spät eben gegengesteuert haben. Nicht nur die EZB, auch die FED und andere Zentralbanken. Nun zu der Frage Dollar.
Also richtig ist sicherlich natürlich, dass der starke Dollar und gleichzeitig der schwache Euro eine Wirkung hat auf eine Inflation, nämlich im Energiebereich. Die Energiemärkte werden in Dollar gehandelt und da sind jetzt die Importe, unsere Energieimporte, die wir in Dollar bezahlen, natürlich sehr viel teurer geworden. Und das kann man auch quantifizieren. Da gibt es Studien, die versuchen dann zu ermitteln, wie groß der Beitrag an der importierten Inflation aufgrund des schwachen Euros ist. Da gibt es unterschiedliche Schätzungen. Da gibt es eine gewisse Unsicherheit. Die EZB weiß davon auch genau. Also 1-2% sicherlich variiert da die Bandbreite, die der schwache Euro auch an dieser hohen Inflationsrate sicherlich verursacht ist. Zu dem Punkt Tragfähigkeit der Schulden. Klar, je höher die Zinsen sind, umso teurer wird die Refinanzierung der existierenden Staatsverschuldung. Und das bringt natürlich insbesondere die hochverschuldeten Staaten im Währungsraum in Bedrängnis. Deswegen gibt es ja auch diese Konzepte der fiskalen Dominanz. Deswegen glauben ja einige Ökonomen, ich zum Teil auch, dass ein Grund, weshalb die EZB auch so zögerlich agiert hat und die Zinsen so langsam angehoben hat, weil man natürlich Länder nicht in die Bedrängnis bringen wollte, ihre Staatsverschuldung dann über höhere Zinsen zu finanzieren. Ne? Also das wird zum Problem. In Deutschland ist die Situation, denke ich, ganz noch in Ordnung. Wir haben jetzt eine Staatsverschuldung in Relation zum Bruttoinlandsprodukt von ein bisschen mehr wie 70%. Und trotz dieser zunehmenden Pakete, das muss man sagen, zum Beispiel dieses 100-Milliarden-Paket für die Bundeswehr, ist gar nicht eingerechnet, das ist sozusagen ein Schattenhaushalt, wird sozusagen da nicht eingerechnet. Dann kommt zum Beispiel hinzu die Verschuldung über den Next Generation EU Fund, also auf europäischer Ebene. Das wird nicht in die nationalen Schuldenquoten eingerechnet. Rechnet man das drauf, wäre die französische schon 5 Prozentpunkte höher, unsere auch, ja? Weil wir müssen ja diese Schulden, diese Next Generation EU Fund auch wieder in den Anteilen zurückzahlen. Aber aufgrund eines sozusagen Rechnungslegungs, ich würde sagen Trick, ja, wird es eben nicht in die nationale Verschuldung eingeführt. Und ein Punkt bezüglich Tragfähigkeit sehe ich woanders, der Verschuldung. Und zwar, man muss unterscheiden zwischen expliziten Staatsschulden, das ist das, was man in den Quoten ablesen kann, und den sogenannten impliziten Staatsschulden, die nämlich nicht in den Quoten enthalten sind. Die implizite Staatsschuld, wenn man das in Deutschland auf die explizite addiert, ähnlich in Frankreich, sind wir bei über 200% in Relation zum BIP. Diese impliziten Staatsschulden beinhalten Rentenansprüche, Sozialversicherungsansprüche, die jetzt schon im System sind und sich später in einigen Jahrzehnten materialisieren. Aber die werden nicht ausgewiesen heute in den Schuldenquoten. Und da sehe ich eher sozusagen die größere Gefahr, dass die Politik so ein bisschen das aus dem Auge verliert. Avant de prendre la question, c'est promis, peut-être encore donner la possibilité à Madame Ramouni-Rousseau de répondre directement à ça et après, c'est à vous. Merci. En fait, moi, ce qui m'intéressait, parce qu'on a parlé des taux de change, et là aussi, c'est mon quotidien sur les marchés. Donc, je voulais dire un mot sur les taux de change et aussi sur ça relie la question très intéressante sur la coordination des banques centrales, qui est sur le chat, là. Sur le taux de change, on a vu effectivement que il y a eu une appréciation très importante du dollar par rapport à toutes les autres monnaies. Donc, ça ne concerne pas seulement l'euro, ça a concerné vraiment l'ensemble des monnaies des pays développés et des pays émergents. Et c'était dû en partie au fait que la Fed a réagi tôt et de manière forte en termes de politique monétaire, mais aussi parce que quand on est dans des situations d'incertitude, comme on a eu la guerre en Ukraine, et ben naturellement, les participants des marchés financiers vont sur la valeur refuge, et la valeur refuge, ça reste le dollar. C'est rajouter à ça, effectivement, aussi le fait que l'énergie est toujours facturée en dollars, donc ça renforce encore le rôle du dollar. Donc nous, le fait que l'euro se soit déprécié par rapport au dollar, ça a effectivement créé ça crée une partie de l'inflation qui est donc importée, et donc ça ajoute encore à notre détermination à monter les taux d'intérêt. Néanmoins, il y a des bonnes nouvelles, je pense, à l'horizon, parce que maintenant que notre cycle de resserrement monétaire est bien entamé, l'écart de taux d'intérêt avec la Fed, il s'est stabilisé et il a sans doute intérêt à un moment à se resserrer. Et donc, ce que voient les participants sur les marchés, c'est que
le taux de change euro-dollar, même s'il a sans doute encore un petit peu de potentiel de dépréciation, il va à un moment se stabiliser et ça va rendre aussi, nous, notre tâche de lutter contre l'inflation plus facile. Néanmoins, tout ça, donc cette question des taux de change, en fait, les taux de change, c'est la variable économique sur laquelle se cristallisent les problèmes ou de coordination, ce qu'on appelle de coordination entre les banques centrales. Okay ? C'est-à-dire que chaque banque centrale, et c'est tout à fait logique, elle va déterminer les taux d'intérêt dans son économie en fonction des conditions domestiques. Donc nous, à la BCE, on ne détermine pas les taux d'intérêt en fonction de ce que fait la Fed ou ce qui se passe aux États-Unis, on le fait en fonction du contexte économique de la zone euro. Et la Fed fait la même chose et la Banque du Japon fait la même chose. Sauf qu'au total, tout ça ne donne pas forcément un attelage toujours parfait. Donc, par exemple, si vous voyez actuellement ce qui se passe au Japon, la Banque du Japon a décidé de continuer sa politique très accommodante puisque eux, ils sont encore en taux négatif et ils font encore des achats nets d'actifs. Et le yen, évidemment, s'est déprécié de manière très significative. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Le ministère des Finances japonais, il y a quelques semaines, a décidé d'intervenir sur le marché des changes pour la première fois depuis 1997 de manière non coordonnée. C'est-à-dire que, de manière non coordonnée, c'est-à-dire que les interventions de change récentes, elles étaient coordonnées entre banques centrales. Quand on est intervenu en 2011 après Fukushima, c'était coordonné entre la Banque du Japon, la Fed, la BCE. Quand on est intervenu en 2000, c'était aussi coordonné. Et cette fois-ci, c'était non coordonné. C'est-à-dire que les Japonais sont intervenus tout seuls. Okay ? Et donc, on voit que cette histoire de coordination entre banques centrales, elle n'est pas toujours très simple. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça ? Je peux aussi vous référer au discours vraiment intéressant qu'a fait François Viragalo très récemment, sur lequel à New York, sur lequel il conclut là-dessus, sur la coordination des banques centrales. Donc, je pense que ce qu'on peut avoir comme idée, c'est que cette coordination, elle doit se faire aussi par le fait de dialoguer plus intensément entre banques centrales sur nos différents défis. Et ça, on le fait déjà. On le fait déjà dans le contexte notamment de la Banque des règlements internationaux qui a été mentionné. Donc, il y a des réunions tous les 2 mois entre toutes les banques centrales pour échanger sur leur politique monétaire. Donc, c'est un moyen, en fait, finalement, de voir où chacun en est et de discuter éventuellement aussi de questions mutuelles. Et évidemment, il y a une coordination, il y a une gouvernance économique plus globale que vous connaissez bien au niveau du G7 sur les taux de change et au niveau du G20 sur les politiques économiques. Mais c'est vrai qu'on est dans un contexte où cette coordination doit être je dirais, menée assez finement, puisqu'on est dans une situation, alors c'est incroyable, où vraiment quasiment 80% des banques centrales aujourd'hui augmentent leurs taux au même moment. Okay ? Donc, je crois que les banques centrales qui augmentent pas, qui ont baissé leur taux récemment, il y a la Chine, la Russie et puis la Turquie, quoi. Donc, vraiment des grandes exceptions pour des raisons très claires. Donc, il y a quand même ce risque à un moment que tout cet emballement à faire monter les taux qui est totalement justifié puisse conduire à des problèmes de coordination. Est-ce qu'il y a des questions ici dans la salle? On a un micro. Voilà, déjà, on va commencer. Merci de nous donner votre nom, le nom de votre institution et bien sûr une question courte pour qu'on puisse prendre. Alors, je vais essayer de faire court. Nicolas Gutzmann, je représente ici la Fondation Jean Jaurès. En fait, la question, c'était, étant donné que l'inflation a démarré, on va dire, en 2021 et que encore en novembre 2021, Christine Lagarde disait qu'il était fortement improbable que les taux soient relevés cette année, et qu'on a vu, on va dire, une espèce de modification politique interne au sein de la BCE à partir du moment où Joachim Nagel est arrivé patron de la Bundesbank. On a vu que dès le mois de janvier, en fait, d'une part, Isabelle Schnabel de la BCE a commencé aussi à indiquer qu'elle souhaitait une relevée des taux. Alors au début, c'était pour des questions relatives à l'immobilier. Ensuite, c'était justement sur cette crainte relative à la spirale prix-salaire. Et ensuite pour d'autres arguments, et que donc finalement on est arrivé justement à cette modification d'approche, mais qui n'est pas que économique, qui semble être également politique, c'est-à-dire un changement de majorité au sein même de la BCE, ce que souhaitait apparemment Joachim Nagel en arrivant à son poste.
Et donc la question, c'est de savoir si vous voyez la phrase d'Emmanuel Macron qui a été prononcée dans les Échos comme une espèce de réponse politique à cette modification apparemment politique également à l'interne de la BCE. Alors, la BCE est avant tout une institution technocratique. Je pense que c'est bien de le rappeler. D'accord ? C'est une institution indépendante avec un mandat, c'est très clair, qui est donc de garantir la stabilité des prix, cette stabilité des prix étant exprimée comme un objectif d'inflation à 2% dans le moyen terme. Donc moi, je ne commente pas sur les aspects politiques. Moi, je pense que c'est l'intérêt de toutes les instances européennes, que ce soit la BCE, la Commission ou d'autres, c'est qu'il y a un débat qui soit ouvert entre les pays. Ça a été rappelé que chaque pays dans l'Union monétaire fait face à une situation domestique différente. Toutes ces situations sont prises en compte dans les débats au sein du Conseil des gouverneurs. Et je pense que cette inflexion que vous avez, à laquelle vous faites référence, qui est en fait tout simplement le fait qu'à un moment, les banques centrales sont moins accommodantes et donc prennent un petit peu un virage pour aller vers des politiques, ce qu'on appelle la normalisation, d'accord ? C'est la normalisation. C'est un virage que toutes les banques centrales ont prise. Donc, on n'a pas été les seuls à faire ce pivot, on va dire, au début de l'année 2022. C'est la Fed, c'est la Banque d'Angleterre, c'est la Banque du Canada. Voilà. Et donc, moi, je pense qu'à partir de là, je ne pense pas que encore une fois, tous les avis sont bons à prendre, et donc j'ai lu avec beaucoup d'attention l'interview du président Macron. Mais nous, ce qu'on fait, c'est véritablement toutes les 6 semaines, on regarde les indicateurs économiques, on fait cette approche maintenant qu'on a articulée comme étant une approche réunion par réunion, basée sur les données. Et tout ça est pris en compte pour formuler un diagnostic global et arriver à une décision de taux. Je dirais, encore une fois, moi, ça fait 25 ans que je travaille dans diverses institutions françaises et internationales. C'est vraiment une institution qui est guidée par ses équipes, par les débats, entre guillemets, technocratiques. Et je pense que c'est très différent d'autres instances plus politiques. Je pense que M. Herzog répondait directement. Ich wollte nur sagen, Sie hatten ja auch die deutsche Position von Isabel Schnabel, die an einer Rede in Jackson Hole ja ziemlich deutlich gesagt hat, ich würde sagen, das war eine Whatever-it-takes-Rede gegen, also wir müssen jetzt alles tun, um die Inflation zu bekämpfen. Ja, das war so die Message in Jackson Hole, was Isabel Schnabel, auch ein Direktoriumsmitglied, dort verbreitet hat. Das war sehr erstaunlich. Aber ich glaube, um das zu verstehen, muss man so ein bisschen in die deutsche DNA schauen. Die Deutschen, obwohl ich persönlich auch nicht die Hyperinflation, wir hatten 2 Hyperinflationen in Deutschland, erst nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Und irgendwo ist das, glaube ich, so wirklich in unserer DNA. Wenn die Inflation mal 3 oder 4% hat, dann laufen bei uns schon die Schweißperlen auf die Stirn und wir werden sehr nervös. Bei 8% werden wir auch sehr nervös. Wir gehen zwar nicht so auf die Straße und protestieren wie in Frankreich, aber intern natürlich politisch ist das sehr angespannt. Und insofern, glaube ich, muss man diese unterschiedlichen Positionen verstehen. Und wie gesagt, auch nochmal, wir sind eine relativ heterogene Währungsunion. Wir sind eben keine optimale Währungsunion. Wir haben Länder, die estischen, die baltischen Staaten, die haben 25% Inflation. Also in Deutschland mit 8-9% im Vergleich zu 25% könnte man noch sagen, da sind wir noch auf einer guten Seite, aber es ist natürlich viel zu hoch, weil das Ziel, und das ist das primäre Ziel laut dem Vertrag, Artikel 127 der europäischen Verträge, das primäre Ziel der Zentralbank, der Geldpolitik ist Preisniveaustabilität. Und dem ist alles unterzuordnen. Wirtschaftspolitisch, auch die Wirtschaft zu stimulieren, ist sekundär in dem Sinne. Und deswegen wird natürlich das jetzt auch gespielt, weil das Ziel überschritten ist. Monsieur Paulin, est-ce que vous voulez aussi contribuer, peut-être aussi avec une question que j'aimerais poser aussi. Est-ce que cet objectif de 2%,
bien sûr que c'est ancré dans les accords européens, mais est-ce encore un objectif réaliste aujourd'hui? Alors, bon, on a quand même pas mal, la BCE, dans sa révision stratégique de ces, qui a eu lieu l'année dernière, a déjà expliqué que ce serait un ciblage flexible, c'est-à-dire qu'on peut faire 4% à un moment si on a été en dessous des 2%. Bon. Donc, je pense que c'est bien. Ce qui serait un vrai changement, c'est si on décidait pour donner à la politique monétaire plus de flexibilité, d'avoir un taux d'inflation supérieur. Certains avaient évoqué, notamment Olivier Blanchard, l'ancien chef économiste du FMI, avait évoqué 4%. Il faudrait aller à 4% parce qu'avec 4%, vous avez une marge de variation des taux qui est plus importante, sans quoi vous venez buter trop vite sur le zéro, sur la limite à zéro. Donc aujourd'hui, bon, je fais une interview là, de lui dernièrement sur un numéro qui doit sortir sur la soutenabilité des dettes publiques. Et il revient en arrière en disant « ouais, mais bon, c'est difficile, on ne peut pas faire 4%, ça ferait perdre de la crédibilité. » Bon. Après tout, on pourrait faire 3, quoi. Et je pense que ça donnerait effectivement un peu plus de marge. Alors maintenant, une remarque pour le fun. Quand vous demandez aujourd'hui aux banquiers centraux d'intervenir dans un colloque, alors je ne parle pas pour vous, hein, mais disons, voilà, on a eu l'expérience avec des gouverneurs et avec Isabelle Schnabel, intervenir sur les sujets d'aujourd'hui, quand même beaucoup l'inflation. Non, ce qui les intéresse aujourd'hui, les banquiers centraux, c'est de parler du verdissement de la politique monétaire, qui ne fait pas réellement partie de leur mandat, mais aujourd'hui, ils s'expriment volontiers sur ce qui serait possible de faire pour verdir les politiques monétaires, pour apporter leur contribution à la transition écologique. Ça peut paraître un peu bizarre, c'est peut-être pour ne pas parler d'inflation, justement. Voilà. Sur Macron, je pense que c'était un message uniquement vis-à-vis du pays, vis-à-vis de la France. Je ne pense pas que par ce genre de remarques, il puisse imaginer influencer la politique monétaire de la BCE. C'était simplement, c'est pas ma faute, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Là-bas. Anne Rosnoblet, je suis traductrice économique et financière depuis maintenant plus de 20 ans. Je m'étonne aussi que pour lutter contre l'inflation, puisque c'est le thème du débat d'aujourd'hui, on est une fois immodéré, enfin ou presque immodéré dans l'action des banques centrales et dans la politique monétaire, même si on a évoqué l'utilité des réformes structurelles que les pays devaient mettre en place. Et sur ce plan, je suis d'accord avec Monsieur Paulin, je doute que la politique monétaire arrive à lutter contre l'inflation par rapport à des mesures politiques qui seraient sans doute peut-être plus efficaces. Et donc ma question, c'est par exemple, parmi les mesures politiques, est-ce qu'un découplage des prix du gaz et de l'électricité pourrait avoir des effets concrets et efficaces sur la lutte contre l'inflation de la zone euro de manière généralisée? Déjà, je ne sais pas si Mme Ramoni Rousseau veut s'exprimer sur une question tellement politique, mais si vous avez une idée sur le découplage des prix de gaz. Non, moi je voulais juste réagir. Je pense que ce qu'a commencé par exemple la Commission européenne en termes de réflexion sur comment on peut découpler
certains mécanismes de fixation des prix de l'énergie en Europe. Okay, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous voulez savoir quel est le prix marginal qu'on facture à un pays européen qui exporte vers un autre pays européen, c'est basé effectivement sur les énergies fossiles, alors qu'il y a plein de pays qui produisent des énergies renouvelables qui sont beaucoup moins chères. Et donc, voilà, il y a un travail qui est fait, mais ça, c'est vraiment au niveau de la Commission européenne, et je pense que c'est très intéressant, pour essayer effectivement de faire ce genre de découplage et de ne pas se retrouver dans des spirales où les prix augmentent parce qu'il y a une règle de fixation par rapport au prix du gaz. Oui, alors je ne suis pas assez spécialiste des questions de fonctionnement des marchés de l'énergie. Hier soir, je lisais un papier de l'OFCE sur le marché de l'électricité en Europe, qui est effectivement, qui montre que, en effet, ce qu'on a fait, c'était pas une bonne idée, quoi. Enfin, d'abord, il n'y avait pas de coordination, et puis le fait de vouloir libéraliser à tout prix, sans que il y ait quelque part un interventionnisme, était sans doute une erreur. Il y a quand même un point qu'on n'a pas, enfin, un des instruments qu'on pourrait avoir à notre disposition, que les pays, sur lesquels les pays sont différents, là, qui est la question de la politique des revenus. Au fond, il y a inflation lorsque se noue un conflit de répartition. C'est un problème de conflit de répartition. Et donc, ce conflit de répartition, on peut le faire, on peut le régler en disant, bon, ben, on va réduire la demande et comme ça, on va faire perdre du pouvoir de marché à une partie des partenaires. Vous pouvez le faire donc avec politique monétaire. Vous pouvez essayer de, comme on le fait en France, mais aussi en Allemagne, réduire la facture pour le citoyen au fond, prenant à votre charge une partie de l'inflation. On voit bien que ça c'est limite, hein, puisque ça conduit à plus d'endettement. Et puis, OK. Ah non, c'est que vous avez une... Non, c'est pas que vous voulez me couper. C'est que... Non, d'accord. Non, parce que comme ça... Oui. OK. Donc, mais il y a aussi cette idée de la politique des revenus qui peut permettre de faire en sorte qu'au fond, expliquer aux partenaires sociaux qu'ils ne gagnent rien les uns et les autres à faire de l'échelle de perroquet, comme on disait dans le temps. Et au fond, ça a marché. Ça a marché au début des années 80 en France. Alors, pour ça, bon, il y a quand même beaucoup de choses requises. Il faut qu'il y ait un vrai dialogue social, ce qui n'est pas vrai partout. Bon, je ne vais pas citer de pays, quoi, mais il suffit que vous essayiez de prendre le métro demain, vous verrez. Bon, pour ça, il faut effectivement qu'il y ait un dialogue social et il faut respecter les corps intermédiaires, ce qui n'est pas toujours fait. Merci. On a encore le temps pour une dernière question. Voilà. Bonjour et merci pour vos explications. Éric Pestel de Renaissance Européenne Paris. Moi, je voudrais revenir, parce que vous avez parlé sur le rôle de la politique monétaire, mais en disant que justement, il y avait probablement une politique financière à faire. Vous n'avez parlé que de politique individuelle des pays. Et je voulais savoir ce qui pouvait être fait de façon coordonnée au niveau de l'Europe. Et effectivement, vous avez parlé de l'intérêt du budget de Next Generation EU en disant qu'il fallait le maintenir. Mais est-ce qu'il faut ralentir? Est-ce qu'il faut accélérer? Est-ce qu'il faut mieux coordonner les politiques financières? Que peut jouer la Commission? Quel rôle peut jouer la Commission européenne à ce niveau-là comme rééquilibrage? C'est une très bonne question. Je pense que nous, quand on est banquier central européen aujourd'hui, le sentiment qui domine, c'est que quand on regarde les différents piliers de l'union économique et monétaire, c'est-à-dire de notre Union européenne, d'accord, on a fait l'union monétaire, elle est complète depuis 2019. On a fait l'union bancaire, donc elle est complète depuis 2014, avec aujourd'hui un superviseur unique pour les banques systémiques qui est à la BCE.
Et par contre, on a une union budgétaire qui est véritablement incomplète. Okay, et ça pose un certain nombre de problèmes. Je pense que Next Generation EU était une tentative pour aller dans le sens d'une intégration budgétaire plus complète, tout en respectant ce principe, parce que je vois bien que dans l'Union européenne, chaque pays a des sensibilités différentes par rapport au fait de mutualiser ses politiques budgétaires. Et notamment, on sait très bien qu'il y a une très forte résistance à mutualiser la dette. Mais la dette, c'est les politiques passées. Okay, donc moi, je pense que quand on pense à des initiatives budgétaires communes en Europe, il faut penser au futur. Et c'est pour ça que Next Generation EU était tellement intéressant. C'est parce que c'était sur des investissements d'avenir. Voilà. Et donc, quand on pense aujourd'hui à qu'est-ce qu'on pourrait faire, je pense qu'il y a quand même un potentiel qui existe notamment sur toute cette question de l'énergie. D'accord ? Aujourd'hui, on a des pays qui vont en ordre complètement dispersé négocier leurs contrats énergétiques. Enfin, ça a été dit par Laurence Boone et d'autres, négocier leurs contrats énergétiques dans les différents pays. On peut imaginer qu'il y ait une approche commune là-dessus et que, évidemment, quelque chose comme Next Generation EU offre un socle à ce genre d'initiative. Merci beaucoup. J'ai une toute dernière question pour tous les trois intervenants ici, bien sûr, avec la demande d'une réponse assez courte. J'aimerais bien savoir de chacune entre vous, dans combien de temps allons-nous attendre à nouveau l'objectif de 2% d'inflation? Et est-ce encore le bon objectif? On va commencer peut-être avec Monsieur Herzog. Herr Herzog, ich habe Sie fast stöhnen hören, glaube ich, als die 4% eben auf der anderen Seite des Tisches fielen. Nun, ich kenne Olivier Blanchard auch persönlich. Ich war lange am MIT, insofern kenne ich seinen Vorschlag. Das Risiko, glaube ich, ist in der Tat der Glaubwürdigkeitsverlust, der natürlich mit einer Änderung des Inflationsziels einhergeht. Deswegen ist das eine ganz heikle Debatte und auch mit diesem symmetrischen, dem neuen Ziel der EZB, der symmetrischen Inflation, habe ich gerade auch ein aktuelles Paper, was dann in einem Journal erscheint, ist natürlich, das wurde unter dem Eindruck niedriger Inflation entwickelt. Und jetzt sind wir in der Phase einer hohen Inflation. Wenn man das symmetrisch interpretieren würde, wäre das natürlich fatal. Was das bedeuten würde über die nächsten Jahre, müssen wir das Ziel von 2% unterschießen. Insofern zu Ihrer Frage zurückzukommen, um es kurz zu machen. Also ich glaube, bis 2024, 2025 werden wir das 2%-Ziel noch nicht haben. Es wird dauerhaft eine lange Inflation geben, die deutlich oberhalb von 2% liegt. Ich würde es auch sagen, es gibt bestimmte Trends, die das untermauern. Wir haben Deglobalisierung, das heißt die Rückverlagerung, das macht alles teurer. Wir haben Demografie als großen Trend, das heißt Engpässe auf den Arbeitsmärkten, aber gleichzeitig eben kommt hinzu auch Ausgaben im sozialen Sicherungssystem. Wir haben Dekarbonisierung, die kostet. Und alle diese langfristigen Trends werden die Inflation langfristig oberhalb von 2% halten. Madame Ramouni-Rousseau, vous avez, je pense, dans votre présentation, dit que la BCE table sur les 2% ou un petit peu au-dessus des 2% en 2024. Oui, tout à fait. Et donc, moi, je reste à la fois optimiste et je fais confiance aussi à nos équipes économiques dans leurs prévisions. Cette prévision de 2,3% en 2024, c'était avant qu'on relève les taux de 0,75% en septembre. Et donc, je pense qu'avec maintenant l'action déterminée qu'on a menée en septembre, qu'on va mener dans les réunions qui suivent, on atteindra 2% à la fin 2024. Monsieur Paulin, pour... C'est-à-dire que c'est vrai que dans le passé, quand Volcker a fait ça très vite, ça a descendu. Simplement, ça a coûté cher, de sorte que aujourd'hui, encore une fois, je ne pense pas que ce soit la politique monétaire qui va être l'outil principal pour y arriver. Mais si on faisait la même chose, il y aurait de la casse, d'autant plus qu'en zone euro, il y a vraiment des hétérogénéités fortes qui vont être dont on peut pas faire l'économie, quoi. Donc moi oui, on pourrait le faire, mais je pense quand même que on prendra un peu le soin de ne pas casser trop de vaisselle, et donc
oui, disons qu'à peu près 2024, on pourrait revenir à un objectif qui, pour moi, pourrait être supérieur à 2% pour les raisons qu'a indiqué mon collègue Herzog, c'est-à-dire il y a la question de la déglobalisation et il y a la question de la transition écologique qui va naturellement provoquer de l'inflation structurelle, pour le coup. Voilà. Merci beaucoup à nos intervenants. Ici, merci à vous pour votre intérêt et je vous souhaite encore une bonne journée.